Audio Jungle. Mercredi 29 mai 2018, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Marcelin Gouvoy, très heureux tous les jours d'être en votre compagnie pour parler donc de soleil qui se lève, du jour qui se lève, de choses et d'autres, de sujets aussi intéressants, affriolants, aussi vraiment croustillants. Et pour le faire, c'est pas facile, ça demande énormément d'énergie, une bonne hygiène de vie. C'est la raison pour laquelle je suis en compagnie d'une des femmes les plus belles du paysage audiovisuel. Je vais certainement lui demander quelque chose. Nessine Rie. Bonjour Nessie. Bonjour Marco, c'est 31 effectivement. Oui, comment ça va? Ça va bien. Allez Marco, bonjour à vous, bonjour téléspectateurs de Matin Bonheur. Votre matinale est de retour avec tout ce qu'elle a de meilleur. Et qu'est-ce qu'elle a de meilleur? Eh bien, ses intervenants, ses sujets. Et aujourd'hui, on parlera droit. On parlera droit avec une juge, Marco. Elle est procureure également, procureure adjoint de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan depuis 10 ans. Elle a été juge des enfants. Avec elle, on parlera de qu'est-ce qu'un juge des enfants. On ne connaît pas forcément la fonction, le rôle du juge des enfants. Donc, elle aura l'occasion de nous donner de plus amples informations sur la question Noël. Surtout que les enfants font l'actualité avec ce qu'on appelle communément les enfants en conflit avec la loi. Il viendra vraiment nous éclairer sur bon nombre de choses. Un juge des enfants, on ne le connaît pas souvent. Qu'est-ce qu'il fait pour les enfants? Qui a habilité à aller voir les enfants lorsqu'ils sont en prison? Est-ce que les enfants qui sont sujets à maltraitance peuvent aller vraiment comme ça, de façon unilatérale, aller voir le juge des enfants? Autant de questions d'ici qui trouveront réponse. Mais avant, tendez-moi la main. J'ai une surprise pour vous. Bon, Destination Toronto au Canada. Mesdames et messieurs, bonjour. Toronto, simplement magnifique, un endroit de rêve qui montre un peu le côté industrieux de la population canadienne, notamment le côté
anglophone. Toronto vous dit bonjour. Comme Abidjan, justement, vous dit bonjour, Nessie. Qu'est-ce qu'on a pour la suite de ce rendez-vous matinal? De très belles choses, Marco. Ah Il bon? est là, ouais, très bien installé. Ouais. Monsieur Noël Kofi avec lui, Marco, on parlera de technologie. On aura Ouais. également Ouais. Jean-Baptiste Quadio qui Ouais. nous parlera entrepreneuriat. Ouais. Jean-Baptiste Quadio, ouais. on parlera entrepreneuriat. Le thème aujourd'hui avec lui, ce sera quoi? Aujourd'hui, avec lui, Marco, on parlera du contrôle de gestion. En Le contrôle entreprise. de gestion, c'est très, très Très, très important. Si on bougeait un peu, Nessie, ça vous dit? Bouger un peu. 1 et 2 et 3. Non, mais oui, c'est pas et la tenue 4. adéquate, Marco. Non, en fait, je suis en près du corps hyper serré, c'est pas évident. Ouais. Mais Christelle Akoussa, elle a une astuce, elle se rattrape en régie quand elle met la gym, elle fait les mouvements, c'est pour ça qu'elle a une... enfin bref, elle est bien constituée, Christelle Akoussa. Effectivement, Très, très belle parce femme. qu'elle suit les mouvements du coach Fabio. Oh, c'est dommage que vous ne la voyez pas parce qu'elle est super bien. La gym, c'est parti. Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette nouvelle émission de gym. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samira à ma droite et de Valérie à ma gauche. On va faire un peu d'abdominaux, mais plus précisément du gainage. Donc si vous êtes à deux chez vous à la maison, ce sera très intéressant parce qu'elles vont travailler de manière interactive. Donc profitez si vous êtes monsieur et madame ou bien avec entre frères, amis, profitez pour travailler, pour faire ces exercices ensemble. On part directement pour le premier exercice, regardez-moi bien. On se met en position de pompe, là, et on va toucher les épaules, d'accord? La main droite va chercher l'épaule opposée, la main gauche fait de même. On va en faire 20 deux fois, d'accord? Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus bas le fessier Samira, 7, 8, super, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, lorsque vous travaillez chez vous à la maison et que vous faites ce mouvement-là, vous avez vu tout à l'heure la position de Valérie, elle avait le fessier le dos qui était un peu creusé comme ça. Donc, évitez de le faire parce que vous vous mettez en danger. Cherchez à garder un alignement épaules, lombaires, fessiers et chevilles, d'accord? De sorte à ce que vous soyez en oblique pour éviter de vous mettre en danger. On repart donc pour un deuxième passage. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, 1. On touche l'épaule opposée. Alors, chez vous à la maison, si vous ne pouvez pas vous mettre dans cette position-là, vous mettez vos genoux au sol là et vous touchez vos épaules. Tranquillement là. D'accord? On relève juste les pieds derrière et on touche les épaules. Allez les filles. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Valérie, un peu plus haut le dos. Ok, super. Alors, on souffle. Le deuxième exercice. Là, maintenant, elles vont travailler de manière interactive parce qu'elles vont se taper dans la main. C'est-à-dire, elles se mettent en position de gainage et chacune tend la main droite pour saluer l'autre. D'accord? Allez les filles, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3. Plus bas le fessier. 4, 5, super. 6, plus haut la main. 7, plus haut. 8, 9, voilà. 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus haut, Valérie, plus haut. 9. Ok, super. Allez, soufflez un peu. Vous prenez 10 secondes de repos. D'accord? Après cet exercice, après, si vous allez sentir au niveau des bras que ça tire les épaules, tout et tout, c'est forcément ce que nous recherchons lorsque nous faisons du gainage. Donc, n'hésitez pas à reprendre ce mouvement-là comme nous. Donc, suivez-nous. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, 1. Si vous êtes seul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si cette position est confortable pour vous, on descend les genoux simplement. Allez, 4, 5, 6, 7. Plus haut le dos, Valérie. 8, 9. Ok, super. Allez, on descend, on souffle. Alors, le dernier exercice que nous allons faire aujourd'hui, cette fois-ci, chacune va toucher l'épaule de l'autre. C'est-à-dire, Samira, avec le bras droit, va toucher l'épaule gauche de Valérie. Et Valérie, avec le bras droit, va toucher l'épaule gauche de Samira. Allez, si vous êtes seul chez vous à la maison, voici comment vous pouvez exécuter ce mouvement. Vous faites 1, 2, 3. D'accord? Dans cette position, si c'est trop difficile, on descend juste les genoux là. OK? Et on part. 1, 2, 3, 4. On va essayer de faire 2 fois 20. Allez les filles. 3, 2,
1, go. 1, 2, 3, allez, 4, plus vite, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, courage, 5, 6, un peu de courage aussi chez vous, 8, 9, ok, super. Allez, on souffle, on se repose 10 petites secondes, et puis on repart encore une dernière fois pour ce dernier mouvement. Allez, allez les filles, courage, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, plus bas le fessier, 2, Samira, 3, 4, on gagne bien la sangle abdominale, 5, 6, super, 7, 8, levez le bras plus haut, 9, 10, allez chez vous à la maison aussi, 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, super. Alors, en principe, après avoir fait tous ces mouvements, vous allez avoir les bras en feu, mais les abdos aussi ont bien travaillé parce que le fait de rester dans cette position sur les mains et sur la pointe des pieds ou bien sur les genoux, ça travaille énormément au niveau de la sangle abdominale. Donc, veillez à reprendre ces exercices chez vous à la maison dès que vous avez un bout de temps. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. Yes. Ouais, demain. Coach Fabio. Pour une autre session de gym, Marco. Vous avez bien révisé les mouvements? Oui, j'ai bien révisé, bien enregistré. Et je vais les exécuter quand je serai à la maison. Voilà. Je vais retourner sur la page YouTube. C'est ça. Ben oui, avec beaucoup de plaisir, je le fais, Marco. Les matins, je mets dehors. Non, pas les matins, hein, les soirs Oui, plutôt. déjà, vous voulez dire que c'est suspect. Elle hésite déjà, c'est suspect. Marco, je me lève tellement tôt. Quand je sors, il n'y a pas le soleil. Donc pour moi, les soirs, les matins se ressemblent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'ensuite, Nessie Imri? On a beaucoup de belles choses, Marco, notamment Koumassi, qui nous ouvre ses portes. Non, pas Koumassi, plutôt Abobo Extension. Voilà. Vous êtes sûr? Ben oui. C'est ça? Ou quoi? C'est sûr, hein? OK. Alors, tout à l'heure, mesdames et messieurs, on vous parlera d'un prénom, on vous parlera un peu de ses caractéristiques, on vous parlera de ce qui rythme cette journée du 29 mai. Le mois de mai est en train de dire adieu et le mois de juin pointe à l'horizon. Et vous savez que qui dit juin dit... Juillet, vacances aussi. Hein. Vacances aussi. Merci beaucoup. Ben, juin, juillet, août, ce sont les vacances. Alors, on va aller maintenant dans un reportage du côté du plateau d'eau cuit. Mais avant, on va chauffer un peu le moteur de la matinale en passant par le point route. C'est parti. Marco, normal, on a besoin de voiture pour aller du côté du plateau d'eau cuit. Donc, on va emprunter quelle voie? Celle-là, peut-être? Lagunaire, le boulevard Lagunaire. Lagunaire. Oui, Voilà. au port de la lagune qui est... Voilà, quoi. Le joli, matin qui est très jeune, les voitures également. Droit d'auteur, c'est mon expression. Et ça se passe bien, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie, ça c'est déjà la bonne nouvelle. Hier aussi, hier, il a pas eu de pluie. Hier, il a fait un très très bon soleil, digne donc de Malibu, d'Assini, d'Adiaké, voilà. Et on a besoin de ce voilà. soleil-là le week-end. Donc, s'il peut se calmer et sortir le vendredi, voilà, il peut pleuvoir toute la semaine. Et surtout pour ceux qui s'apprêtent à venir à Abidjan, par exemple, qui ont besoin de soleil. Hein. Effectivement, Marco. Donc, si la pluie doit venir, qu'elle commence maintenant. Voilà. Et à partir de vendredi, se calmer. Ensuite, nous avons Trècheville, je crois. Trècheville, non, l'échangeur. L'échangeur. Ça se passe bien au niveau des échanges. C'est bon, c'est calme. Abidjan se réveille calmement, voilà, dans la sérénité. Et puis, on va poursuivre peut-être avec Trècheville ou Koumassi. Koumassi, avec une vue sur le château d'eau. Si vous voulez partir du côté du 05, revenir pour prendre le pont ou aller donc à Marcory, passer par Biétry, sachez qu'actuellement, la voie est vide et libre. Vous pouvez faire même un pique-nique avec des croissants, du thé, tout ça sur la route. Bon, attention, avec les mini-cars. Hein. C'est vraiment pas conseillé. De ce côté-ci, il y a beaucoup de mini-cars, ceux qui font la ligne jusqu'à Bassam et qui ne roulent pas. Ils se lèvent tôt aussi. Il faut les féliciter parce qu'ils font un travail énorme. Vous faites un très beau travail, donc préservez vos vies. Voilà, faites attention. Préservez vos vies. Alors, dans le quartier qu'on appelle Dokuy Azur Extension, ce qui est de la commune d'Abobo, un gros trou, oui, mesdames et messieurs, menace les habitations et les habitants. Ce trou qui est à l'origine d'un canal d'évacuation des eaux usées de ruissellement s'est fortement dégradé à cause, vous l'imaginez, de la pluie de ces derniers temps. Les populations riveraines se sentent
logiquement en danger et demande l'aide des autorités compétentes pour trouver une solution à ce problème. En plus de trous qui menacent les riverains, la voie d'accès au quartier est fortement dégradée. Herman Niamia, notre insider de Matin Bonheur, s'est penché sur la question et est allé sur les lieux. On y va. Ce trou que vous voyez n'était qu'un petit passage d'eau de ruissellement. Mais les pluies de ces derniers jours l'ont considérablement agrandi. Aujourd'hui, il représente une véritable menace pour toutes les habitations riveraines. Quand nous sommes arrivés, à 6 mois de cela, on est venu trouver que c'était un peu dégradé. Voilà, ce n'était pas aussi grand que ça. Et dernièrement, ici, ces 2 dernières pluies que nous avons eues, ça a accéléré le processus de ce dégradement-là. Donc, chaque jour qu'il y a la pluie, le caniveau ne fait que s'agrandir et puis à chaque fois, la terre ne fait que tomber. Louise Indri est inquiète. Elle a même peur de ce qui pourrait arriver les jours à venir en cas de pluie. Les effets néfastes de cette dégradation commencent à se faire sentir chez elle. Le mur de sa résidence se fissure chaque jour qui passe et si rien n'est fait, le pire pourrait se produire. Et ces craintes sont justifiées lorsqu'on écoute les témoignages de cette dame qui a été témoin d'un fait dans ce quartier. À côté de tout, là, la maison qui est en face, là, la femme, elle avait ses enfants. C'est comme aujourd'hui, elle a déménagé. La pluie est venue beaucoup comme ça. Donc, elle a dit que le lendemain, elle allait déménager. Le jour qu'elle a pris barrage la net, là, le trou là est cassé. Le trou là est cassé. Même actuellement, là, tu veux partir voir. On ne peut même pas rentrer dedans. Quand la pluie même vient, même là, il y a un temps même là, la pluie est partie en fin de quelqu'un dedans. Ils sont partis prendre ça dans l'autre côté là-bas. La maison en question, c'est celle-là. Un trou à l'intérieur et nous apercevons un gros trou en pleine chambre provoqué par l'érosion. Plus personne n'y habite, mais chaque jour qui passe, la maison s'affaisse un peu plus. Outre ces difficultés, la voie principale pour accéder au quartier est fortement dégradée. Aucun véhicule ne peut y accéder. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les riverains. La dernière fois, moi-même, ma tante, elle a accouché devant le trou. Et à 2 mois même. Il n'y a pas de trou, les voitures ne veulent pas rentrer. On est fatigué. Si pour moi-même déclenche comme ça, peut-être il y a accouché à la maison, les voitures ne veulent pas rentrer. Il n'y a pas de route. Aidez-nous, pardonnez. Il y a des malades qui sont blessés. Voitures ne passent pas. On met les malades sur nos dos pour aller à l'hôpital. On dit qu'il n'y a pas de route. Si vous voyez le trou qui est derrière nous en ce moment, nous sommes très en danger. On ne peut pas dire que nous sommes en sécurité. Parce que si nous habitons dans ces genres de maisons, peut-être c'est la situation qui le fait. Ce n'est pas parce que nous sommes obligés de vivre là, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas les moyens. Quand il pleut, quand on trouve, ça grandit. Donc, l'eau va, donc on est obligé de prendre les menuisiers. Quand nous on coûte comme mes caisses, les passants ils payent 100 francs, celui qui veut mettre 25. Donc, on va essayer de voir nos quartiers. On va essayer de rien pour là. Avant que les autorités compétentes ne réagissent, les habitants du quartier d'Oku Extension ont décidé eux-mêmes de faire quelque chose pour faciliter l'accès du quartier aux automobilistes. Des tonnes de gravats ont été convoyés pour tenter de reprofiler la voie principale. Il faut agir vite car le mal est profond dans ce quartier. La nuit tombée, à cause de l'inaccessibilité du quartier aux véhicules, les riverains sont obligés de marcher pour rejoindre leur domicile, les exposant ainsi aux délinquants. Attention, Triste, attention, attention, il faut faire vite. Ça, c'est vraiment triste ce qui se passe là-bas. Oui. Voilà. J'espère que les autorités compétentes ont regardé cet élément et que quelque chose sera fait. Franchement, au nom des droits de l'homme et puis pour la protection des individus. Et les quartiers s'étendent tellement vite, on construit sans tenir compte de toutes ces normes-là. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire attention quand on choisit une maison pour son lieu d'habitation. Voilà. Allez, bonjour. Bonjour Noël. Ça va très bien. Oui, ça plombe un peu l'ambiance, hein, ce qu'on vient de voir. Oui, effectivement, c'est quand même assez sombre comme tableau. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Et bien surtout, sûr. quand on imagine les pluies de ces derniers temps, là, on a peur déjà pour ces populations-là. Mais vraiment, on vous souhaite bon courage et on espère que tout va s'arranger, tout ira pour le mieux. Vivatech, c'est un véritable moment de technologie. Ça a eu lieu en France, c'est juste fini la semaine dernière. Et ce sera la quintessence de l'intervention de Monsieur Noël Technologie. Le coach technologie de Matin Bonheur. Comment ça va, Noël? Bien, ça va très bien, Marco. J'ai dit la vérité, c'est vrai, Vivatech? Absolument. Alors, Vivatech, c'est un salon de technologie qui s'est déroulé en France. Et ça a été vraiment la quintessence, hein, comme vous l'avez dit, la quintessence de tout ce qui est technologie, tout ce qui est innovation. Merci. Bien teasé. Voici le jingle maintenant. C'est parti. Alors,
Alors, quelles étaient les articulations de Vivatech? Alors, Vivatech, c'était un salon vraiment ouvert, donc open sur l'extérieur, avec pas moins de 80 000 attendus, 80 000 personnes attendues, bien sûr, c'était énorme. C'est la 3e édition, il y a déjà eu la première en 2016, en 2017 la seconde. 80 000. Et maintenant, oui, 80 000 attendus sur pas moins de 450 mètres carrés. Donc 450 mètres carrés, c'était énorme carrément. Avec le président Macron et le président rwandais en Tout première à fait, en première ligne. Donc les guest stars, les invités du salon, tout s'est bien passé. Il y avait également le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a pris la parole, qui a tenu une conférence. Donc c'était une intervention très poignante après, malheureusement, les soucis que Facebook a connus ces derniers temps. Donc c'était un salon vraiment ouvert sur le futur. C'est carrément un regard tourné vers le futur, vers tout ce qui va venir comme technologie, toutes les innovations, tout ce qui sera présenté demain. Donc des innovations qui d'ici 5 à 10 ans seront l'apanage des citoyens ordinaires. Et en matière de technologie, le Rwanda se positionne? Absolument. Alors le Rwanda, mais l'Afrique tout entière carrément. Donc le salon s'est déroulé en France, porte de Versailles, avec pas moins de 80 000 invités, 80 000 personnes attendues. Donc ça a été le lieu de tout ce qui est technologie, avec également 8 000 startups, donc 8 000 entreprises, 8 000 investisseurs qui sont présentés, pas moins de 150 conférences. Donc c'était vraiment un salon, c'était vraiment le summum de tout ce qui est de la technologie, avec environ 1500 journalistes qui ont couvert donc l'événement. Vivatech était vraiment le lieu où tout ce qui est technologie, tout ce qui est entreprise spécialisée dans le domaine. C'était le lieu où il fallait être. Pour la absolument, absolument, pour cette période-là. Donc le salon s'est tenu du 24 au 26, donc c'était juste la semaine dernière. Et ça a donc été le lieu de présenter toutes les innovations, donc des grandes multinationales, mais également des petites entreprises, de jeunes startups. Et le président Macron, le président français, a répondu présent. Il a donc présidé la cérémonie, surtout à l'ouverture. Il a tenu un discours très intéressant avec de nombreuses décisions intéressantes pour l'Afrique notamment. Et donc, les grandes entreprises ont présenté toutes leurs innovations, de la réalité virtuelle à l'intelligence artificielle, en passant par la robotique et tout ce qui est innovation pour demain, mais également dans le domaine du transport. Et on verra donc tout ce qui est technologie, tout ce qui a été présenté lors de ce salon. Donc, 1400 investisseurs, 1400 personnes ont répondu présentes et ont pu donc faire des démonstrations de leurs inventions, de leurs améliorations. Alors, les entreprises ont présenté des méthodes, des manières de consommer plus vert, de consommer plus green, d'améliorer tout ce qui est technologie, d'améliorer tout ce qui est communication entre l'homme et la machine. Donc c'est vraiment le top du top. C'était vraiment à la limite le CES. Les Américains ont le CES, désormais la France a Vivatech. Mais également pour l'Afrique. Donc l'Afrique n'a pas été laissée en marge parce que l'Afrique est en train de rattraper la distance, donc l'espace qui nous sépare en termes de technologie des pays européens. Et Vivatech, avec notamment l'espace Africa-Tech, qui a été spécialement conçu pour l'Afrique. Donc pas moins de 100 startups africaines ont pu présenter leur savoir-faire au salon Vivatech, tout ce qui est intelligence artificielle, mais également applications, donc développement d'applications sur Internet. Toutes ces startups-là africaines ont répondu présentes. Il y avait des pays de l'Afrique de l'Ouest? Absolument. Il y avait le Ghana a été présent, le Cameroun aussi, et le président Paul Kagame a été invité. Il était donc l'invité spécial du président Macron. Il a répondu présent. Ensemble, ils ont pu visiter tous les stands africains, donc toutes les startups africaines qui ont pu La Côte d'Ivoire était là-bas? La Côte d'Ivoire, malheureusement, on n'a pas pu avoir de présentation officielle. Mais je pense que l'édition qui va suivre, je pense qu'on aura quand même une représentation. Donc le président Kagame, mais également, des représentants de Facebook, comme on a dit, le PDG de Facebook qui était. Et donc l'Afrique a montré tout son savoir-faire avec de nombreuses startups. Et également de belles décisions, notamment pour l'Afrique, au niveau d'un soutien financier. Donc la France va sortir un soutien financier vis-à-vis des startups. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme technologie qui a été présentée, comme innovation technologique? Il y a déjà la réalité virtuelle, mais en groupe cette fois-ci. Donc la réalité virtuelle augmente. On peut désormais effectuer des voyages virtuels en groupe. Donc à plusieurs, on peut voir la même chose, se téléporter et voir du contenu. Mais également au niveau de la robotique, avec la possibilité aujourd'hui de se maquiller grâce à un robot. Donc c'est très pratique. Ensuite, le prinker, donc le tatouage éphémère. Donc c'est une technologie qui permet de s'imprimer un logo, un dessin, un tatouage sur le bras. C'est indolore, ça ne fait pas du tout mal. C'est un tatouage en couleur. Donc c'est grâce à cet équipement, un équipement Bluetooth. Vous téléchargez l'image que vous souhaitez, vous imbibez votre peau d'un spray et automatiquement vous passez l'appareil dessus et ça y est, vous avez un tatouage sur le bras. Ça, mais qui va disparaître. Les organisateurs d'événements. Oui, effectivement, c'est très pratique. Donc le tatouage va disparaître d'ici 24 à 48 heures. C'est éphémère, ce n'est pas permanent. C'est bon pour les concerts, pour éviter les problèmes récurrents de fraude, Tout à fait, c'est bien vu. Tout ça, une belle application, bien sûr, bien sûr.
On passe ensuite à CareOS, donc c'est le miroir intelligent, pas le miroir connecté, mais le miroir intelligent. Donc c'est un miroir qui intègre de nombreuses fonctionnalités, un système d'exploitation carrément dédié à tout ce qui est beauté. Donc le matin au réveil, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas besoin de toucher le miroir, donc votre main ne va pas laisser de traces dessus. C'est carrément le mouvement qui vous permet de naviguer à travers le menu. Vous pouvez connecter votre rouge à lèvres, par exemple, au miroir, vous le présentez au miroir et il va vous présenter donc un didacticiel, comment le mettre, comment l'utiliser. Alors ce miroir est carrément intelligent, il vous donne tout un tas d'astuces, d'idées, vous permet également de vous prendre en photo en 4D, donc en 4 dimensions, sous tous les angles de votre personne, pour voir si vous essayez de faire une teinture, vous essayez de modifier vos cheveux, donc vous pouvez voir sous tous les angles, est-ce que la teinture a bien pris et tout. Donc c'est quand même très pratique. Le robot imprimé en 3D. Alors, ce robot a vraiment une vocation pédagogique. Donc, c'est un robot qui est déjà open source. Donc, toutes ses fonctionnalités sont entièrement téléchargeables par Internet sur le site du constructeur. Vous pouvez donc télécharger et grâce à une imprimante 3D, vous allez pouvoir imprimer chacun des composants du robot. Vous allez donc faire le montage à la maison et c'est plus qu'un robot uniquement mécanique. Il est également équipé d'une intelligence artificielle qui permet de reconnaître la voix. Vous lui parlez et il obéit. Là, il fait la gestuelle de Da Vinci. Donc, pour une machine, pour un robot, c'est assez pratique. Il ouvre les bras. On lui demandait de tendre les bras vers devant. Il vous obéit. Donc, il reconnaît. La commande passe par Internet. Il tend les mains vers devant. Il est capable de reconnaître des visages. Il est capable de serrer des mains, de prendre des objets. Et il permet donc de familiariser un peu toute la jeunesse, les enfants, avec tout le domaine de la robotique. Donc, c'est un robot à usage pédagogique. Il est entièrement téléchargeable sur Internet. Tous ses composants, vous le réalisez à la maison, faites le montage grâce à une imprimante 3D. Et ça y est, il est déjà téléchargé, il a été téléchargé plus de 1000 fois. Donc, il y a déjà 1000 répliques à travers le monde qui sont parfaitement fonctionnelles. C'est effrayant. Il n'y a pas un robot pour se réveiller le matin à notre place. Non, mais ça, c'est effrayant. Là, on a peur. Les robots pourraient effectivement prendre la place des hommes. Mais le président français, justement, l'a dit. Ce serait bien aussi. Non, ce serait bien aussi. Non, mais je pense qu'il est important quand même qu'on ait toujours le dessus. Je pense qu'il qu'on soit... Il n'y a rien de tel que la chaleur humaine. Des fois, l'organisme est fatigué. C'est pour ça qu'il y a les vacances. Alors, des fois, c'est trop loin. Et oui, et dans le domaine du transport, on a également de belles innovations dans le domaine du transport avec Seabubble. Donc, c'est le taxi qui permet de se développer, mais sur l'eau. Plus ou moins le taxi volant, parce qu'en fait, quand il est sur l'eau, bien sûr. Le taxi volant. Le taxi volant. Taxi roulant, nageant, volant. Bon. Alors là, le concepteur est donc parti sur la base du fait que les plus grandes métropoles sont toujours cerclées d'eau. Il y a toujours de l'eau dans la zone et tout. Comme à Abidjan. Bien sûr, comme à Abidjan. Et puisque les routes sont saturées, il y a des embouteillages partout, ils ont dit pourquoi ne pas utiliser... Le plan d'eau n'est pas vraiment exploité. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire encore. Pourcentage, quand même. Tout à fait. Alors, ce bateau est équipé de 2 moteurs, donc qui sont à l'arrière, et lorsqu'il est à plein régime, il peut donc carrément décoller un peu de la surface de l'eau. Donc ça donne un effet bateau qui vole, donc voilà, il est au-dessus de l'eau. Et le concept est donc à terme d'envisager un mécanisme autonome, donc de telle sorte que le bateau soit entièrement autonome, que vous puissiez le commander depuis votre application, depuis votre smartphone, et automatiquement il vient là où vous devez l'emprunter et il vous conduit à destination sans aucune intervention humaine. Donc c'est carrément le futur. Seabubble, c'est le concept novateur de ce concepteur-là, et concepteur français. Donc c'est quand même très pratique comme innovation. On laisse un peu les routes avec tout le congestionnement, tous les embouteillages et tout, et on passe carrément à l'eau et on vole sur l'eau. Mais également, on va encore plus loin, toujours dans le domaine du transport. On conçoit donc carrément un module qui peut à la fois voler et rouler. Donc c'est les deux à la fois. Bien sûr, polyvalent. Donc le système est entièrement autonome. Il analyse en fonction du trajet que vous souhaitez parcourir. Est-ce que c'est la route ou alors c'est les airs qui est plus adapté? Donc il y a des hélices qui sont au-dessus avec pas moins de 8 moteurs, donc 8 hélices. Il est baptisé Pop-Up Next, donc le drone navette autonome. Donc, vous pouvez soit vous envoler carrément dans les airs, vous évitez donc tout ce qui est embouteillage. Il analyse en fonction du trajet que vous voulez emprunter, le meilleur parcours à emprunter. Donc, il peut soit voler et le module du dessus se décompose. Donc, il libère carrément la capsule dans laquelle vous êtes installé et la capsule s'installe dans un moteur, dans un équipement routier. Donc, les 4 pneus sont autour et le module s'installe à l'intérieur et il peut donc pratiquer, rouler directement sur la route. 8 moteurs équipent cet engin et il se déplace aussi bien dans les airs que sur la route. Il est conçu par 3 grands groupes qui ont mis en avant tout leur savoir-faire. Et le concept est donc entièrement fonctionnel déjà. Les techniciens estiment qu'il est parfaitement fonctionnel. Techniquement, il est abouti, mais il faudra pas moins de 6 à 7 ans pour le rendre autonome et disponible au grand public. Donc, il utilise la reconnaissance faciale pour que vous puissiez emprunter votre moyen de transport, vous le commandez. 6 à 7 ans, je pense que c'est assez vite quand même. Oui, ça passe assez vite. Oui. Je me rends compte que je peux me l'offrir. Bien sûr, ça viendra.
Alors, les véhicules communiquent entre eux, voilà, ils communiquent entre eux. Et il est aussi bien dans les airs que sur la route. Donc, c'est vraiment, vous pouvez le commander depuis votre montre connectée. Il vient à votre C'est un décide de se réveiller. Oui. Elle n'est pas encore bien réveillée, là. Vous voulez l'offrir? Le prix, il y en a une. Le prix n'est pas encore connu. Pour l'instant, c'est uniquement le prototype. Voilà, c'est uniquement le prototype. Maintenant, 6 à 7 ans, il sera disponible pour le grand public. Quand je serai milliardaire en dollars, bien sûr. Vous en voulez une? J'en veux. Il faut rêver très grand. Ah oui, il faut rêver. Alors, ça y est, le module est complètement fonctionnel et on y est. On est carrément dans le futur là et bonjour demain. Ah, vraiment, alors, bonjour demain. Bien sûr. Et à part ça, il n'y a pas eu d'autres drones? Il y a eu également un drone. Il y a eu également des innovations assez simples comme la valise connectée. Donc la valise connectée, voilà, c'est assez pratique. De plus en plus. Bien sûr. Donc déjà, il y a une reconnaissance d'empreinte pour pouvoir déverrouiller la valise. Mais en plus de cela, elle a un GPS intégré qui vous permet de la localiser partout où elle va. Et elle vous envoie des notifications. Elle vous suit partout. Si elle est perdue dans un pays ou un autre, voilà, c'est quand même très pratique. Et il y a eu également le parapluie connecté. Alors, le parapluie connecté, il vous envoie un texto, un SMS, 15 minutes avant la tombée de la pluie, pour vous prévenir qu'il faut que vous le preniez. Donc, c'est assez vrai quand même. Les tests qui ont été faits ont prouvé que 15 minutes avant, vous recevez la notification et vous emportez votre parapluie et vous n'êtes pas mouillé. J'espère qu'il nous envoie également une notification pour dire « Attention, vous m'avez oublié ici ». J'espère bien, c'est quand même très pratique parce qu'on les perd assez souvent, les parapluies. Très souvent, on a tendance à lui. J'espère que ça donne aussi des informations sur la météo, sur le temps qu'il fait. Bien sûr. Quand il ne pleut pas, il faut que ça aide aussi. Il faut que ça donne aussi le temps, la météo, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Donc je pense que ça serait assez utile quand même. Ça s'appelle Vivatech, mesdames et messieurs. Et c'était du 24 au 26 mai du côté de... Du côté de Porte de Versailles, en France. C'est à côté de Paris. En France, oui. Merci beaucoup, Noël. La semaine prochaine, on parlera de quoi? La semaine prochaine, on sera toujours optimisé technologie et je pense qu'on va voir les moyens de transport, les nouveaux moyens de transport du futur. Donc, avec un moyen hyper rapide qui permettra de voyager à plus de 1000-1200 km/h. À suivre dans Matin Bonheur, mesdames et messieurs, donc on aura le juge Pété Noël qui nous parlera donc de ce qui rythme l'univers du juge des enfants. Je rappelle qu'elle est procureure de la République adjoint près le tribunal de première instance d'Abidjan. Et puis depuis 10 ans, elle est sur ce plateau parce que depuis 10 ans, elle a été juge des enfants. Elle a commencé notamment du côté de Mont où elle a succédé à un autre juge des enfants qui a eu après un destin ministériel. On en parlera tout à l'heure dans le volet thématique parce que vous savez que les mardis, on parle droit. Mais avant, nous aurons M. Jean-Baptiste Kouadio, notre coach entrepreneuriat de Matin Bonheur qui nous parlera d'ici de... Il nous parlera de la gestion de contrôle, le contrôle de gestion. D'accord. Ah, il est 6h27 minutes, 8 secondes. Nous allons aller maintenant au JT, mais avant la météo. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour pour cette matinée. Tout d'abord, en début de matinée, le temps sera localement nuageux, avec des pluies localisées sur les régions du littoral et celles du sud forestier. Partout ailleurs, on observera une alternance nuage-soleil au cours de cette période. Les températures pour la matinée, on notera 23 degrés à Abidjan, 22 degrés à Diaké, 25 degrés, ça sera la maximale dans le Gontougo à Bandoukou, 24 degrés à Boaké dans le Gbeke, 25 degrés à Daloa comme à Dimbokro. Il fera 24 degrés à Gagnoa ainsi qu'à Korogo, 23 degrés à Man, 25 degrés à Odiéné, 22 degrés de minimale à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 22 degrés sur les villes de Tabou et celle de Yamoussoukro. Dans l'après-midi, dans le nord et la bande centrale, le début de période sera ensoleillé. Par la suite, on observera des développements nuageux pouvant occasionner des averses parfois mêlées à des orages, notamment au nord et à l'ouest. Le sud du pays sera progressivement nuageux avec des pluies localisées, notamment sur le littoral et le sud forestier. Les températures à présent pour l'après-midi, on notera 30 degrés à Abidjan, 29 degrés sur la ville d'Adiaké, 35 degrés de maximale à Bandoukou, 33 degrés à Boaké comme à Daloa, 35 degrés à Dimbokro. Il fera 32 degrés dans le Go à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 29 degrés à Man, 35 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 29 degrés à Sassandra. Il fera 28 degrés, ça sera la minimale à Tabou. Enfin, 32 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6h30. Tout d'abord, en images, l'ancien directeur général du FMI, Fonds monétaire international, Michel Candesus, est arrivé à Abidjan pour un séjour de 6 jours en Côte d'Ivoire. Michel Candesus a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président de la République Alassane Ouattara. L'hôte de la Côte d'Ivoire sera reçu par les plus hautes autorités du pays et sera l'invité du patronat pour une conférence sur les champions nationaux et émergence ivoirienne. Le Collège moderne du Plateau a 70 ans. Les festivités marquant cet événement ont été lancées ce lundi par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Lui-même ancien pensionnaire, il a promis le soutien du gouvernement pour la rénovation de cette école qui date de l'époque coloniale. Mahama Traoré. En 70 ans d'existence, le Collège moderne du Plateau a le mérite d'avoir formé de nombreux hauts cadres ivoiriens, parmi lesquels le vice-président de la République. Et c'est donc avec émotion que Daniel Cablon-Duncan a retrouvé ce lundi sa salle de classe de 5e, moment de souvenir à la faveur des festivités marquant le 70e anniversaire de l'école. Notre objectif, à travers la célébration de ce 70e anniversaire, est de réunir autour de notre projet de réhabilitation les partenaires de l'école et les décideurs de notre pays afin de redonner au Collège moderne du Plateau l'éclat de ces vertes années, de cette belle époque dont les anciens parlent avec emphase. Avec un effectif de 2779 élèves, le Collège moderne du Plateau est, selon la ministre Candia Camara, un fleuron du système éducatif ivoirien. De 2013 à 2017, le taux de réussite au BEPC de l'école est passé de 37 à 75%. Pour 2018, l'établissement vise 85% de taux de réussite. J'imagine aisément les générations d'enseignants et d'élèves qui se sont succédés sur les bancs de cet établissement. Je sais combien, par un travail patient et généreux, les maîtres de cette école ont façonné des générations de jeunes pour en faire des adultes accomplis et épanouis. Cette école, comme toutes les autres d'ailleurs, doit être une école dans un environnement sain. Une école où les résultats sont satisfaisants grâce à une belle synergie entre enseignants, encadreurs, apprenants, parents d'élèves et autres partenaires du système éducatif. Le vice-président de la République annonce que le gouvernement a décidé d'appuyer la rénovation de l'établissement septuagénaire. Il a également exhorté la jeune génération au travail. Vous les jeunes, vous devrez rêver. Non pas de vaines illusions, mais vous devez rêver de votre futur. Rêver de votre devenir. Rêver de votre réussite qui passe nécessairement par l'effort. Vous devez aussi rêver du futur et du devenir de votre pays, en utilisant au mieux les capacités et les talents que Dieu vous a donnés et que vos parents vous aident à développer. Le travail, toujours le travail, encore car le succès est au bout de Au programme de ces festivités marquant les 70 ans du Collège moderne du Plateau, des panels, des activités socioculturelles et une journée de l'excellence. Parlons économie à présent. Les responsables des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire se sont engagés ce lundi dans les locaux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique au Plateau à respecter le tarif automobile conformément à l'arrêté 2003 fixant les tarifs minimums. Cela à travers une convention signée avec le Trésor public. C'est que les autorités ont constaté une sous-tarification des voitures et une lenteur dans le règlement des sinistres. L'assurance automobile représente 40% du marché d'assurance en Côte d'Ivoire. On en parle avec Francis Boifou. Sur les 35 compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire, 24 ont l'agrément pour vendre des assurances automobiles. Le tarif appliqué dépend de la puissance, du type d'énergie et de l'âge. Tenez,
Pour un véhicule de tourisme à essence avec une puissance de 7 à 9 chevaux, le tarif de base est de 73 345 francs CFA hors taxe par an. Constat, sur le terrain, ce prix n'est pas respecté selon une étude de la Direction des assurances du Trésor public. Cette étude a révélé une sous-tarification des assurances automobiles due à la concurrence déloyale entre les compagnies. Par cette signature de convention avec le Trésor public, les compagnies veulent impulser un nouveau dynamisme à l'assurance automobile. En plus de l'arrêté qui existe, en plus de la circulaire qui a été prise par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, nous nous engageons à appliquer ce tarif de façon intégrale. La Convention a prévu des sanctions, mais l'arrêté du ministère de l'Économie et des Finances également prévoit des sanctions. Donc c'est la double sanction qui va s'appliquer. Le montant de l'amende varie en fonction de la garantie de l'infraction entre 20 000 et 30 millions de francs CFA. En cas de récidive, l'amende double selon la Direction générale du Trésor public. Elle a supprimé les critères de zone géographique et d'ancienneté du permis de conduire dans la tarification des assurances automobiles. Chacun avait son prix. Alors il s'agit aujourd'hui de protéger les intérêts des consommateurs. Il s'agit aussi de faire en sorte que les bénéficiaires de police d'assurance puissent être à l'abri. L'assurance automobile a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 73 900 millions de francs CFA en 2017, ce qui représente 40% du marché d'assurance pour 22,9 milliards de francs CFA versés pour les sinistres. Dans un autre registre, la place et l'importance des femmes dans l'industrie des médias et du divertissement en Afrique francophone au centre des échanges au cours de cette première journée du Discop Abidjan. Plusieurs panélistes ont évoqué les initiatives féminines dans le secteur. Les participants ont également abordé les difficultés rencontrées par les femmes dans l'exercice de leur profession. Serge Kolia. Dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, la tâche n'est pas du tout aisée pour les femmes. À l'occasion de la première journée du Discop Abidjan, ces femmes professionnelles ont fait le tour des disparités du genre dans leur secteur d'activité. Elles se sont appuyées sur une étude menée en 2017 en Afrique du Sud. Cette étude démontre que le genre est le premier facteur de discrimination dans ce pays. 79,7% de femmes ont déjà subi des violences venant de supérieurs hiérarchiques hommes. 66,7% de femmes ont été mises en difficulté par des avances sexuelles. 71% ont subi attouchement et viol. 1,45% ont quant à elles subi des viols avec pénétration sur leur lieu de travail. En Côte d'Ivoire, la situation est beaucoup plus reluisante à la RTI, la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Et pour cause, un tiers de son effectif est composé de femmes et 28,9% d'entre elles occupent des postes de responsabilité. En santé, journée du 14 au 27 mai pour fermer du 14 au 27 mai pour réhabilitation. Les urgences médicales au CHU de Trècheville ont repris les activités ce 28 mai. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, y était pour s'assurer de la réouverture de ce service ce lundi comme prévu. Les urgences médicales du CHU de Trècheville, ce sont 13 000 patients par an. Ami Sissoko. Les urgences médicales du CHU de Trècheville à nouveau fonctionnelles. Elles avaient été fermées pour cause de travaux et de désinfection pendant 2 semaines. D'une capacité de 16 lits, tout est prêt pour accueillir la population. Le service des urgences médicales n'est pas un service d'hospitalisation en lui-même. C'est juste un service qui permet d'accueillir les patients dès qu'ils ont une urgence très importante à la maison, soit pour les bien portants ou des malades qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, qui tombent. Et dès qu'il y a la première crise, c'est le lieu où on les reçoit, n'est-ce pas, pour faire le point de la situation d'urgence. Et notre rôle est de transférer aussitôt le plus tôt possible, même dans la nuit, les patients dans les services d'hospitalisation qui sont prévus au CHU de Trècheville.
Les urgences médicales du CHU de Trècheville répondent désormais à toutes les normes pour offrir des soins de qualité selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. S'adressant au personnel, elle les a exhortés à plus d'humanisme pour le bonheur de la population. Avant que nous ayons entrepris la restructuration, les constructions de nouvelles structures, il faut reconnaître que les normes n'étaient pas respectées. C'est sûr que tout ne sera pas parfait. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans des structures sanitaires de qualité, mais que le personnel qui y travaille également travaille dans de bonnes conditions, avec de bons plateaux techniques, et à ce moment-là, je sais que le reste suivra. Les urgences médicales du CHU de Trècheville accueillent environ 13 000 patients par an. Profitant de sa présence, la ministre Raymond Goudou Kofi a visité des services déjà réhabilités pour s'enquérir de leur bon fonctionnement. Entre autres, stomatologie, ORL et anatomie, pathologie. Un mot de religion, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Albert Mabry Touakeus, a convié le vendredi 25 mai le corps diplomatique, les membres du gouvernement et des fidèles musulmans à une rupture collective du jeûne. C'était à sa résidence à Cocody. Cette action, qui est à sa 4e édition, s'inscrit dans un esprit de solidarité et de fraternité en ce mois de Ramadan. C'est ce que nous disent Olivier Iriebi et Moussa Konaté. Ambassadeurs, membres du gouvernement, personnalités politiques, organisations islamiques, ensemble pour la rupture du jeûne à l'invitation du président de l'Union pour la démocratie et la paix, UDPCI. Pour Albert Mabry Touakeus, cette rupture collective s'inscrit dans un esprit de solidarité et de partage en ce mois béni de Ramadan. Elle vise à renforcer les liens d'amitié et de fraternité. C'est une bénédiction pour nous d'avoir le mois de Ramadan. Il faut en profiter pour prier, pour nous faire pardonner nos fautes, pour prendre de nouvelles orientations, pour nous engager un peu plus pour notre communauté, en ce qui nous concerne la communauté nationale, mais aussi la communauté musulmane. Et je pense que tout cela va contribuer à construire une Côte d'Ivoire de paix, de réconciliation et de rassemblement. Le corps diplomatique est une spécificité, donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas répondre à l'appel du Ramadan en invitant ses frères et ses sœurs qui viennent ici pour entretenir la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Au nom des invités, l'ambassadeur de la République du Niger en Côte d'Ivoire a salué l'initiative. Notre présence pour le toit renforce cette confraternité. Et je voudrais, à cette occasion, prier le bon Dieu que la coopération entre nos pays respectifs se renforce et que nos liens de fraternité, encore une fois de plus, vraiment continuent de s'améliorer pour le bonheur de l'ensemble de nos populations. Cette rupture collective du jeûne est à sa 4e édition. Occasion également de faire des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement candidat à sa réélection. Le président malien s'est lancé dans la course hier. Il a annoncé sa candidature pour la présidentielle du 29 juillet prochain et a rejoint ainsi une vingtaine d'autres candidats déclarés. Plus loin, une conférence internationale sur la Libye sous l'égide de l'ONU se tient aujourd'hui à l'Élysée pour ouvrir la voie des élections avant la fin de l'année. Elle devrait être une nouvelle étape dans le processus de dialogue pour sortir de la crise libyenne. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup Maï. 13 minutes pour s'informer. La suite, Nessie, ce sera avec... Ça sera avec M. Jean-Baptiste Kouadio qui est bien installé. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on parle du contrôle de gestion. Oui. Vous allez bien? Je vais bien. La fête des mères s'est bien passée? Oui. D'accord, je n'ai pas reçu de cadeau, mais bon. Vous pouvez lui demander au moins quel cadeau il a donné à sa femme? Bah oui, quel cadeau vous avez donné à votre mère et à votre femme? Généralement, vous les femmes, qu'est-ce que vous aimez? Des pailles. Des pailles. Des pailles. Non, maintenant, il y a la technologie. Avec la technologie, on peut avoir un blender. On peut avoir, oui, pour nous permettre de nous faciliter la tâche. Pour avoir des cours gratuits d'entrepreneuriat. Pourquoi pas? Exactement. Voilà, un financement pour démarrer une activité. Oui, voilà. Ça commence. Oui, ça commence. Alors, parlant de commencer, ça va commencer maintenant. On va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat et nous allons parler de contrôle de gestion.
généralement, c'est un mot qui effraie. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est que le contrôle, il y a l'aspect maîtrise, contrôle version maîtrise. Je contrôle, je maîtrise la conduite, etc., etc. Et puis il y a l'aspect vérification que nous allons voir la semaine prochaine dans le cadre de l'audit. D'accord. Alors, pour vous fixer les jeunes entrepreneurs, je voudrais dire ceci. Lorsque vous êtes en train de conduire une voiture, il y a un tableau de bord. Un tableau de bord qui vous donne le niveau de carburant, le niveau du chauffage, et plusieurs indicateurs qui vous font voir que votre véhicule avance correctement et qu'il n'y a pas de risque majeur qui va vous bloquer dans les 2 ou 3 minutes. Et si on constate qu'il y a le niveau du carburant qui baisse, il y a le chauffage qui augmente, on s'arrête, on règle le problème et on continue. C'est exactement comme ça que le contrôle de gestion est pour l'entreprise. Donc c'est un système, un outil qui permet au système de pilotage de l'entreprise de ne pas être surpris. Voyez-vous, sur ce plateau, on a parlé de gestion financière. C'est un indicateur, donc il faut des indicateurs financiers. Gestion commerciale, il faut des indicateurs commerciaux. Gestion des ressources humaines, il faut des indicateurs sociaux. Gestion de la production, il faut des indicateurs techniques, etc., etc. Donc tout cela doit être dans un tableau de bord que le jeune chef d'entreprise doit pouvoir regarder tous les matins, tous les mois, pour voir que son entreprise fonctionne correctement. C'est le chef d'entreprise qui gère ou bien on a une personne spécialisée pour ça, qui fait un rapport chaque semaine, chaque jour? Bon, s'il n'a pas le temps d'embaucher, s'il n'a pas les moyens pour embaucher, lui-même, il doit pouvoir bâtir un système de pilotage de son entreprise à partir de ces indicateurs-là. Mais généralement, quand l'entreprise évolue, parce que le chef d'entreprise, il est beaucoup plus politique, il est beaucoup plus... Donc, on va confier cette tâche technique-là à un département qu'on va appeler département du contrôle de gestion. Il ne s'agit pas de contrôler les hommes. Il s'agit de maîtriser le système de pilotage de l'entreprise. Il y a des études pour ou bien oui, c'est en fonction de l'expérience? Il y a des études. Il y a des études pour être contrôleur de gestion parce qu'on va faire appel à un ensemble de techniques. Techniques de prévision. Donc, le contrôle de gestion... Parce que c'est un domaine où on va beaucoup anticiper. On va beaucoup anticiper, étudier le terrain, prendre des décisions longtemps avant qui vont influer sur le futur. Exactement. Donc, on va prendre des décisions stratégiques, on va faire des prévisions, on va anticiper. Alors, vous voyez que dans le système d'anticipation, je vais vous donner un exemple. Il y a des entreprises qui reconduisent leur budget pour dire, l'an passé, là, on a dépensé combien ici? Bon, on va augmenter ça de 5%. Donc, pour cette année, on va être à l'an passé plus 5%. Mais ils fixent les 5% là en fonction de quoi? Et vous arrivez au beau milieu de l'année, vous allez voir des administrations qui n'ont plus de papier RAM. On est en juin, il n'y a plus de papier RAM. Il reste 6 mois. On fait quoi? Vous voyez. Un détail important qui peut tout mettre, un détail qu'on peut trouver banal, mais qui peut... Qui influe sur la vie de l'entreprise. Donc vous allez voir que si on ne maîtrise pas les techniques de prévision, on a toujours des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser les techniques de prévision? Ça s'apprend. Ça commence par quoi? Comment? Ça commence par quoi? Les statistiques. Il faut noter les statistiques. Il faut analyser les statistiques année après année. Et puis après, faire des projections. Voilà. C'est projeter. C'est projeter et c'est projeter. C'est surtout ça notre problème. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème. Quand on reçoit des gens ici, quand on leur parle de statistiques, ils sont étonnés. Bon. Ils sont étonnés alors que c'est des choses qui font partie de ça fait partie de l'entreprise. C'est la vie même. La gestion moderne de la vie même. Voilà, c'est ça. Les statistiques. Il faut tout noter. Les quantités qu'on a dépensées, ceci, cela. Et puis, semaine après semaine, on se rend compte que le lundi, on dépense tant, le mardi, on achète. Donc, pour le mardi prochain, ou bien pour le mercredi prochain, on sait exactement, enfin, on sait à peu près
ce qui doit arriver. Pour l'année prochaine, on sait à peu près ce qui va arriver. Ici, sur le plateau, chaque fois, vous avez parlé d'environnement des affaires. Mais l'environnement des affaires, il faut l'intégrer dans les prévisions. Voilà. Il faut l'intégrer dans les prévisions. Vous êtes dans une école, moi, chaque année, je note que toujours vers le mois de juin, les enseignants du privé laïque vont observer une grève. Ah bon? Oui, chaque année. Suivez bien. Ils vont observer une grève. Je ne sais pas si cette année ça va arriver ou ça ne va pas arriver, mais bon, on est là. Ça veut dire que les enfants ne vont pas aller à l'école. Si les enfants ne vont pas aller à l'école, ils vont beaucoup manger à la maison. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a par exemple la saison des pluies. Oui, c'est cyclique. Ça peut empêcher voilà. les travailleurs d'arriver à l'heure ou bien quoi. Voilà. Bon. Donc, c'est cyclique. Il faut pouvoir l'intégrer déjà dans l'entreprise. Ça, c'est un. Deux, il faut noter les réalisations. J'ai prévu que pour le mois de juin, je ferai tel chiffre d'affaires. Lorsque j'arrive à fin juin, je vais comparer la réalisation chiffre d'affaires à prévision chiffre d'affaires. Et je vais dégager l'écart. Et puis je vais expliquer cet écart-là. Pourquoi il y a eu l'écart? Pourquoi mes affaires ont augmenté? Est-ce que c'est les quantités vendues qui ont augmenté? Ou bien est-ce que le chiffre d'augmentation du chiffre d'affaires, par exemple, est dû à l'augmentation du prix? Ce n'est pas la même chose. Ou bien est-ce que c'est dû à la fois à l'augmentation des quantités vendues et à l'augmentation du prix? C'est un autre problème. Donc on va analyser. Si mes quantités vendues ont augmenté, ça veut dire quoi? L'augmentation du prix, est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est structurel? Donc je vais venir, à partir de ces écarts et de ces explications-là, voir si... quelle est la politique commerciale, quelle est la politique marketing que je dois mettre en place pour maintenir mes tendances. Mais si je me rends compte que c'est les prix qui ont augmenté conjoncturellement et que mes quantités vendues ont baissé, ça pose un problème. Je risque de fermer très bientôt. Ouais, parfois, vous allez voir qu'on donne un budget, je te donne un exemple, on vous donne 15 millions pour vacciner 3000 enfants. Et puis, vous revenez à la fin de la période de vaccination, vous dites qu'on a vacciné 3500 enfants avec les 15 millions. Les gens auront tendance à vous féliciter. Mais moi, contrôleur de gestion, je vais vous dire, mais moi je vous ai donné 15 millions pour vacciner 3000 enfants. Comment avez-vous fait pour vacciner 3500 enfants? Les vaccins n'ont pas été bien faits. Est-ce qu'on a utilisé correctement le matériel, les bonnes doses, etc. etc. Donc, je ne vais pas féliciter tout de suite celui qui fait ça. Je vais connaître le pourquoi d'abord. On vous donne 15 millions pour vacciner 3000 enfants. Vous revenez avec, patron, oui, on a économisé 5 millions. Comment ça? Vous avez vacciné 3000 enfants avec 10 millions? Bon, peut-être qu'on s'est trompé dans les prévisions. Mais ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Est-ce que vous avez acheté les bonnes doses de vaccins? Est-ce que c'est l'original? C'est l'original. Est-ce que les vaccins sont reconnus par l'OMS? Voilà. Donc, je ne vais pas féliciter tout de suite parce que vous avez fait un écart budgétaire positif ou bien négatif. On va venir toujours analyser le pourquoi de l'augmentation, le pourquoi du gain ou bien le pourquoi de la perte. Si c'est une erreur de prévision, on va corriger. Mais si c'est une erreur parce que vous avez utilisé le placebo au lieu du vaccin réel, mais je vais vous sanctionner, même si vous me ramenez 5 millions. Vous n'avez pas fait du bon travail. Ce que vous dites là, c'est très très important, d'autant plus que ce n'est pas évident que les 5 millions reviennent. Donc, il faut être sur le terrain pour savoir si effectivement c'est le bon matériel qui est utilisé. Absolument. Parce que très souvent, la différence, ceux qui sont sur le terrain partagent entre eux. Bon, ça c'est... Là, quand c'est comme ça, on n'a pas la possibilité de vérifier si effectivement on a la possibilité de vérifier. Ça a été bien fait. Il y a toujours une possibilité de vérifier. Il y a toujours une possibilité de vérifier. Ils vont faire des rapports. Et les rapports, le contrôleur de gestion va nécessairement les analyser. Il va les confronter à un moment donné à la réalité. Donc le contrôleur de gestion, il est sur le terrain.
il est sur le terrain, il est au bureau, il prélève des échantillons, il va interroger, il va faire ceci. Au fait, c'est un peu comme le photographe permanent de tout ce qui concourt à la vie de l'entreprise. Absolument. Ouais. Parce que lorsque vous êtes dans le système de pilotage de l'entreprise, il faut surveiller les facteurs financiers. Voilà. Il faut surveiller les facteurs commerciaux, il faut surveiller les facteurs sociaux, les facteurs fiscaux, les facteurs de production. Donc, il prend des photos de l'entreprise, des photos de l'environnement, il voit un peu, il rentre dans son labo, il développe, et on voit ce que ça peut donner. C'est un peu l'image. C'est une image, c'est exactement ça. Il dit, au niveau des finances, si la production augmente comme ça et qu'on n'a pas prévu une telle augmentation de la production, ça va nous poser des problèmes au niveau financier. Parce que nos stocks vont augmenter, on va entretenir ces stocks-là et on ne pourra pas avoir d'argent pour faire. Et quand les stocks augmentent, par exemple, les commerciaux, ils vont vouloir vendre à crédit. Ils vont vouloir déposer des stocks chez les gens. Et déposer des stocks chez des gens qui ne payent pas, ça n'arrange pas financièrement l'entreprise. Donc il faut avoir ce système de pilotage-là qui est en fait la maîtrise de la conduite du pilotage de l'entreprise. C'est ça le contrôle de gestion. Donc le contrôleur de gestion, il n'est pas là pour sanctionner comme ça ou bien pour faire ceci, pour faire des rapports complètement biaisés, mais c'est en fonction, il y a des techniques bien étudiées qui permettent de renseigner l'entreprise sur sa marche, sur sa conduite. Il n'est pas là pour contrôler les hommes. Il n'est pas là pour contrôler les hommes. Il contrôle le travail, les résultats du travail. Voilà, c'est ça le contrôleur de gestion. Il permet, en tout cas, à chacun des départements, au directeur, de maîtriser les prévisions. Il analyse les écarts, il calcule les écarts, il les analyse, détecte les causes des variations et aide à corriger ces variations pour qu'on puisse continuer harmonieusement notre marche vers le résultat escompté. Quelles sont les qualités requises pour être un bon contrôleur de gestion? Il faut déjà être un bon financier, un bon comptable analytique, un bon prévisionniste et être humble, parce qu'on se trompe aussi. Voilà, l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir le coup d'œil, quoi. Voilà, j'ai envie de dire que c'est la position dans l'entreprise où, franchement, on doit se tromper le moins possible. Voilà, c'est-à-dire savoir analyser des choses même qui paraissent normales pour les uns, mais vous pouvez réussir à prouver que, oui, s'il y a des travaux devant la maison de Nessie, quand elle va se lever tôt, ça va la distraire, ça va déranger son sommeil parce qu'il aura du bruit. Elle ne sera pas productive. Efficace. Elle ne sera pas efficace. Donc, en tant que responsable de l'émission, qui doit intégrer la notion de contrôle de gestion, je fais en sorte que, tout au long de la semaine, pour l'émission, je vais la mettre dans un endroit où elle aura un réveil un peu plus normal, plus apaisé, plus calme. Et donc, ça va faire en sorte qu'elle sera plus productive et les sponsors vont venir sur mon émission. Absolument. Voilà. C'est un peu ça l'image. C'est ça l'image. C'est bien compris. Et je pense que les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent doivent intégrer le système contrôle de gestion. On a toujours cette image du contrôleur de gestion qui est austère, qui est dans son bureau, qui a des grosses lunettes, un gros costume. Non, c'est pas ça. Qui apparaît dans les bureaux. Qui apparaît dans les bureaux. Panique. Comme s'il vous poursuit, comme si un chat poursuit. Non, c'est de plus en plus. C'est un collaborateur pour tous les directeurs et pour le directeur général. C'est un collaborateur pour tous les directeurs. Très important. Le département contrôle de gestion est un client et un fournisseur pour tous les autres directeurs. Il va venir leur dire attention. Ça, ce n'est pas exact encore. Est-ce qu'on peut améliorer comme ceci? On discute et puis on retient les nouvelles prévisions, les nouvelles méthodes de travail et on continue. Et ainsi de suite. Donc, c'est le système d'alerte pour dire attention, on va avoir un problème ici. Attention, il y a un problème qui se pose là. Attention, il y a un problème. Il y a la fête des mères qui approche, il y a la fête des pères qui approche. Voilà. Il y a telle fête qui approche, ça peut avoir une influence sur nos ventes. Attention, n'oubliez pas que dans 5 mois, il y a ceci, il y a cela. C'est exactement ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, les jeunes entrepreneurs, vous voyez que lorsqu'on leur dit ça, ils ont tendance à dire oui, mais ça va coûter cher, ça va. J'ai toujours dit sur le plateau ici, mais le coût de l'ignorance est plus élevé que le coût de la connaissance. Vaut mieux s'instruire, vaut mieux connaître les choses pour ne pas se jeter dans le feu. Et si on n'a pas le moyen de prendre un contrôleur de gestion, commencer soi-même
à suivre une formation. À suivre une formation. À se rapprocher des professionnels. Se rapprocher des professionnels et puis on va vous dire, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais je vous ai dit dans une des émissions que les gens, ils rechignent à tenir leur comptabilité. Or, la comptabilité est le système d'information. J'ai dit, il y a la prévision et puis il y a les réalisations. Les réalisations, c'est la comptabilité, c'est les statistiques. La prévision, elle est là. Mais les gens, ils ne notent pas. Ils sont tous, généralement, ils se cantonnent sur l'aspect financier. Or, c'est les stocks qui amènent les finances. C'est la production qui amène les stocks. Et c'est le temps qui amène une rubrique à une autre. Ah, voilà. Là, il vous reste 1 minute. Ce que vous dites est super intéressant. Et quand c'est comme ça, ça finit toujours vite. Alors, pour récapituler, vous avez 45 secondes. Monsieur Jean-Baptiste Kouadio. Voilà. Monsieur Kouadio, c'est ça, hein? C'est ça, c'est ça. Monsieur Kouadio. Alors, le contrôleur de gestion, il ne faut pas le négliger. Si on n'en a pas les moyens, il y a des cabinets qui peuvent, de façon ponctuelle, venir nous donner un coup de main. Absolument. Vous avez conclu à ma place. OK. Merci beaucoup. Le fait de se côtoyer longtemps. Puis merci beaucoup parce que M. Kouadio a formé vraiment de nombreuses générations de personnes en entreprise, en entrepreneuriat. Et c'était toujours un plaisir de vous avoir. La semaine prochaine, nous allons parler de l'audit financier et comptable. L'autre aspect du contrôle. Ça, c'est la hantise de tous les comptables, tous ceux qui gèrent les finances dans une entreprise. L'audit financier. Il est 7 h. Les finances de la RTI. Dieu merci, ça va bien parce que la publicité est là. Vous nous faites confiance. Merci d'être de plus en plus nombreux donc à vous arrimer à Matin Bonheur pour la pub. C'est parti. Il est 7 h. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Population de Côte d'Ivoire, les services météorologiques annoncent de grandes pluies sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toutes les dispositions pour libérer les bassins orageux, les canaux d'évacuation et toutes les zones à risque afin de préserver leur vie. Ceci est un message de l'Office national de la protection civile. Madame Noël Pété est sur ce plateau pour parler. Elle est procureure de la République adjointe près le tribunal de première instance d'Abidjan et pendant 10 ans, plus de 10 ans, elle a été juge des enfants. Donc avec elle, on parlera du rôle essentiel du juge des enfants et tout ce qui tourne autour de l'actualité judiciaire des enfants. Mais avant, Marco, on suit cet élément avant d'échanger avec elle. Le juge des enfants est, comme son nom l'indique, un juge exclusivement réservé dans le droit de l'enfant. Et ce rôle semble bien connu du justiciable. C'est celui qui est là pour veiller à ce que tous les droits de l'enfant soient respectés dans les normes et qu'on ne leur fasse pas de mal en fait, c'est-à-dire en quelque sorte, comme j'ai dit, leurs droits soient respectés. Ouais, son domaine d'intervention, c'est le droit des enfants, statuer sur le droit des enfants. Le juge des enfants, il protège les enfants. Je pense qu'il agit dans la justice agit toujours dans l'intérêt des enfants, dans le but de protéger les enfants. Donc le juge, son rôle, c'est pas d'envoyer les enfants en prison, mais plutôt de les protéger contre toutes sortes de violences. Pour moi, le juge des enfants, c'est
ce juge-là qui s'occupe de l'intérêt et du bien-être de l'enfant. En Côte d'Ivoire, la justice des mineurs est régie par des articles du Code de procédure pénale. Il privilégie les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation de l'enfant. Malgré toutes ces mesures, les enfants prisonniers existent. Le juge des enfants, il protège à la fois les enfants, mais il va être aussi amené à les sanctionner. Donc souvent à être obligé, vis-à-vis de la gravité et de la faute de l'enfant, il va le conduire en prison. C'est pour cela que c'est aussi ce qu'on observe actuellement. Aujourd'hui, on nous parle souvent d'enfants de la rue, d'enfants en conflit avec la société. Ce sont des enfants qui sont en marge de la société. Donc, s'ils font des choses qui ne sont pas justes, tendant à agresser, à tuer, à voler, c'est évident qu'on va les mettre en prison. Mais le plus important pour le juge n'est pas de chercher à mettre les enfants en prison. Il est plus dans un rôle d'éducation. J'ai assisté à des procès où des enfants étaient mis en cause. Bon, les enfants qui avaient commis un délit, avaient commis une infraction, et donc il fallait les envoyer devant la justice pour statuer sur leur cas. Je pense que le juge est intervenu et a plutôt jugé que ces enfants, il fallait, au lieu de les envoyer en prison, il fallait les envoyer dans des centres sociaux pour leur rééducation afin qu'on puisse les réintégrer dans la société. Le juge des enfants a une mission éducative, mais aussi répressive, puisqu'il peut prononcer des peines d'emprisonnement, une chose que le justiciable a du mal à comprendre. Non, le juge des enfants, il les protège en fait. C'est pas de les envoyer en prison, c'est essayer de leur donner une seconde chance quand ils vont faire peut-être des erreurs qui doivent être condamnées. On peut déjà essayer de les insérer quelque part, un autre suivi pour les ramener sur la bonne voie, je pense. Je pense que le juge des enfants a pour mission principale de protéger l'enfant. Voilà. Mais s'il arrivait que l'enfant commette des infractions, sa première mission n'est pas d'envoyer l'enfant en prison, mais c'est d'aider cet enfant-là à se retrouver sur le droit chemin. En Côte d'Ivoire, les enfants de 10 ans et plus peuvent faire l'objet de poursuites. Et les enfants de moins de 13 ans sont censés être placés dans des centres de détention spéciaux. En plus, bon nombre de mineurs sont incarcérés sans jugement pendant une longue période de détention provisoire. Ouais, voilà, ça tombe bien, nous avons la personne idoine sur ce plateau pour tenter donc de répondre à toutes ces questions et non des moindres, mesdames et messieurs. Nous avons le grand plaisir d'être en compagnie de madame le procureur adjoint, madame Noël Pété, procureur de la République adjoint près le tribunal de première instance d'Abidjan. Vous avez remarqué que les mardis, nous parlons droit et que le droit de plus en plus se démocratise, entre guillemets, sur les antennes de la RTI, afin qu'on puisse expliquer aux Ivoiriens concrètement ce qui se passe dans le milieu judiciaire. Alors, protéger, punir, éducation, répression, on a entendu beaucoup de choses. Hein. Oui. En définitive, c'est qui le juge des enfants? Alors, on a entendu beaucoup de choses et tout ce qui a été dit, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses vraies ont été dites. Que la mission du juge des enfants, c'est la rééducation, la réinsertion socio-professionnelle du mineur. Mais il arrive aussi que le juge des enfants prononce contre les enfants en fonction de la gravité, mais surtout, eu égard à la personnalité de ce mineur-là, des peines d'emprisonnement. Mais prioritairement, ce sont les mesures éducatives. Le juge des enfants, pour revenir vraiment à votre question, est un magistrat qui est nommé dans ces fonctions-là et dont le rôle, comme nous venons de dire, est de connaître les procédures en phase d'instruction et en phase de jugement contre le mineur de moins de 18 ans qui a commis une infraction. Il est nommé selon les dispositions de la loi en considération de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. Il est nommé au moins un juge des enfants auprès des tribunaux de première instance. Et la loi indique aussi que les fonctions de tutelle sont attribuées au juge des enfants. Ce qui fait qu'en dehors d'Abidjan, où le volume du contentieux est tel que nous avons des juges des enfants
et des juges des tutelles vraiment séparés. Vous trouverez dans les autres juridictions de notre pays, dans les tribunaux de première instance, le juge des enfants et des tutelles. Les tutelles étant des mesures en matière civile prises pour l'intérêt de l'enfant. Souvent, vous entendez parler de garde juridique ou de pension alimentaire. Ces mesures-là sont prononcées par le juge des tutelles. Quant au juge des enfants, strictement, il s'occupe de l'aspect pénal des procédures contre le mineur. C'est ce que je pourrais dire, monsieur Marcelin. Et qu'est-ce qui caractérise un mineur du point de vue de la loi? Qu'est-ce qui caractérise un mineur du point de vue de la loi? D'abord, c'est, disons, le définir. Qu'est-ce qu'un mineur au sens pénal? Le mineur au sens pénal, c'est tout individu qui a moins de 18 ans au jour de la commission de l'infraction. Ce qui le caractérise, c'est qu'au niveau pénal, en tout cas, la loi pense qu'il n'a pas encore atteint la maturité psychologique suffisante pour assumer l'entièreté et les conséquences des actes qu'il pose. Et c'est pour cela que vous avez entendu tout à l'heure dans le reportage qu'on lui applique prioritairement des mesures éducatives, des mesures de réinsertion, parce qu'on se dit qu'il y a encore une chance de le réinsérer dans la société. Madame le procureur adjoint, avant de continuer dans la caractéristique du mineur du point de vue de la loi, alors dites-nous, pourquoi on a pensé à un juge spécialement pour les enfants? Pourquoi cette spécificité-là? Merci. On a pensé à un juge spécial pour les enfants. Disons que le juge des enfants est une cheville ouvrière dans un dispositif qui a été mis en place à la suite d'une longue évolution textuelle. Et ces tests-là sont des tests qui dérogent à certains égards aux dispositions de droit commun. Et la justice juvénile elle-même a un objectif spécifique, à savoir la réinsertion et la resocialisation du mineur. On a donc pensé que pour mettre en œuvre ce dispositif spécial, il fallait un juge spécial. On n'a pas confié cela au juge ordinaire de peur, de crainte qu'il n'ait disons, par habitude, à procéder comme il le fait à l'égard des majeurs. Donc, un juge spécial pour la mise en œuvre de dispositions spéciales avec un objectif spécifique à atteindre. Pour tenir compte de la psychologie de l'enfant, de leur anamnèse. Oui, pour tenir compte de la psychologie de l'enfant, puisque ce que vous dites, Monsieur Marcelin, m'amène à parler un peu des fondements, sinon des causes, qui ont milité en faveur de la mise en place de ce dispositif spécial. La question était de savoir, est-ce que le mineur a toute la maturité suffisante pour comprendre et vouloir les conséquences de son acte? Est-ce que la société elle-même a mis tout en œuvre pour assurer à ce mineur-là un développement harmonieux? Si on doit répondre après plusieurs évolutions, donc de façon positive à la première question, c'est-à-dire qu'on peut mettre en œuvre la responsabilité du mineur, peut-on la mettre en œuvre selon les thèmes de droit commun? Évidemment que le mineur, on ne peut pas engager sa responsabilité selon les thèmes de droit commun, eu égard à ce que nous venons de vous exposer. Voilà. Donc, dans ce cas-là, expliquez-nous concrètement, Madame le procureur adjoint, la procédure à suivre contre un mineur, par exemple. Comment ça se passe? La procédure à suivre contre un mineur est la procédure de droit commun. Seulement qu'à chaque étape de cette procédure, c'est un peu long à développer ici, il y a ce que l'on pourrait dire des garanties particulières qui sont accordées au mineur, au profit du mineur. Il y a des garanties de droit commun. Lorsque l'on parle du droit à la défense, de la présomption d'innocence, ce sont des garanties de droit commun qui sont reconnues à toute personne suspectée d'infraction à la loi pénale. Mais en plus de ces garanties de droit commun concernant le mineur, il y a des garanties spéciales. À chaque phase de la procédure, depuis la phase de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire la phase de l'enquête de police, jusqu'à la phase de l'exécution de la peine, il y a à chaque étape des mesures spécifiques en ce qui concerne le mineur.
Peut-être qu'on va essayer de développer un peu, mais c'est un peu long. Seulement que je pourrais, à titre d'exemple, vous dire qu'au niveau de la phase d'enquête préliminaire, en plus du conseil de l'avocat qui peut être là, le mineur peut être assisté lors de son audition, et je dis audition, je ne dis pas interrogatoire, parce que ce sont des techniques particulières. Il peut être assisté de ses parents, qui doivent être déjà prévenus. Lorsque le mineur est déjà à la phase gardée à vue, par exemple, les parents doivent être prévenus. Si les parents ne sont pas connus ou ne sont pas prévenus, il y a les éducateurs surveillés qui peuvent être là, et eux peuvent également assister à l'audition du mineur. Lorsque nous arrivons à la phase de poursuite pour aller rapidement, la loi indique que la procédure, par exemple, de flagrant délit et de citation directe, la plainte avec constitution de partie civile ne peuvent pas être utilisées contre un mineur. Le procureur de la République, lorsqu'il décide de poursuivre un mineur pour les faits qu'il aura commis, saisit automatiquement le juge des enfants. C'est la seule autorité compétente pour connaître des faits commis par un mineur. Madame le procureur adjoint, quand on vous écoute, le profane comme moi, voit qu'il y a un dispositif qui protège trop les enfants. Et bon, c'est normal parce que ce sont des enfants, vous l'avez expliqué. Ce qui est difficile avec les enfants, c'est, comme le dit un ancien juge des enfants, aujourd'hui réputé dans le monde, ce qui est difficile, c'est leur innocence apparente. Quand ils mentent, on a du mal à le déceler. C'est ça. On leur fait confiance tout de suite parce que ce sont des enfants. Et pourtant, on a eu des affaires ici en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur où à la base, l'enfant mentait. Donc, je vais dire, alors qu'il y a tout un bouclier qui protège l'enfant. C'est pas paradoxal tout ça pour la justice? Bon, quand il monte, on a du mal à le déceler. Vous le dites. Par rapport à un adulte qui ment, on voit ça plus facilement. Vous le dites que c'est un grand juge des enfants dans le monde qui l'a dit. Je suppose que c'est Zimmerten, le juge Zimmerten qui a créé l'Institut de droit de l'enfant en Suisse. C'est bien de lui qu'il s'agit. Là, je vois très bien. Mais écoutez, il faut dire que le juge des enfants lui-même est assisté par un personnel outillé, qualifié et formé pour faire la prise en charge des enfants. Ce sont les éducateurs surveillés dont je vous ai parlé. Lorsque un enfant arrive dans le cabinet du juge des enfants, vous-même, personne majeure, votre premier contact avec la justice, c'est comment? C'est pas facile. Donc, autant ce n'est pas facile avec la personne majeure, ça l'est plus encore avec l'enfant. Mais les enfants ne comprennent pas forcément l'enjeu qu'il y a. Ils ne comprennent, je veux dire... Il y a leur insouciance. Il y a leur insouciance, mais ce qu'ils n'arrivent pas à extérioriser lorsqu'ils sont avec le juge des enfants, ils le font lorsqu'ils sont avec les éducateurs. Ils le font lorsqu'ils sont avec les éducateurs. C'est justement pour cela qu'ils sont placés dans des centres pour que les éducateurs puissent faire ce travail-là. Dans des centres, il y a combien de centres? Dans un centre, en Côte d'Ivoire, il y a un centre, c'est celui de Dabou, je crois. Bon, ça, c'est le centre de rééducation de Dabou qui admet les enfants après leur passage dans le cabinet du juge, après qu'il a été jugé. Sinon, il y a des centres de placement pendant que la procédure se déroule. D'accord. Madame le juge, ce serait difficile pour nous, sur le plateau, de recevoir un juge des enfants, en plus procureur adjoint, sans parler... Des enfants en conflit avec la loi. Ça, c'est vraiment... Il y a de la matière pour vous, enfin, pour les juges des enfants en Côte d'Ivoire. Voici des enfants, pour leur qualification, déjà, c'est un débat. Soit ils sont en conflit avec la loi, soit ils sont dits microbes. Bon, ils sont là, ils sont toujours là, et on ne sait pas comment, juste au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un peu le point là-dessus, si c'est possible? Le regard. Merci, Marcelin. Alors, le vocable que vous utilisez, à savoir les enfants en conflit avec la loi, ce n'est pas un vocable nouveau, hein. C'est un vocable qui a été utilisé dans les conventions internationales sur les droits de l'enfant, notamment la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. C'est un vocable qui est utilisé dans l'objectif de ne pas stigmatiser l'enfant qui a été en contact avec la loi et donc pour lui donner une chance de réinsertion. Vous voyez bien que lorsqu'on dit un enfant délinquant, déjà dans son milieu de vie, il commence à être l'objet de stigmatisation.
Donc, pour dire que tous les enfants que nous avons, que ce soit ceux dont vous parlez prioritairement ou bien d'autres enfants, sont tous des enfants en conflit avec la loi. Et c'est pour cela qu'il existe un dispositif spécial. Si vous prenez les lois ivoiriennes, le titre 10 du Code de procédure pénale est consacré à cette catégorie d'enfance-là. Et donc, nous, c'est dans ce dispositif-là que nous puisons pour faire face à ce phénomène, en tout cas au plan judiciaire. Et à qui la faute par rapport à cet égarement de ces enfants-là? À qui la faute? C'est une bien grande question. Mais je vais vous poser, moi, une question également. Malheureusement, ici, attendez, c'est nous les juges. Oui, c'est vous les juges. Monsieur Marcelin, oui. Quel sentiment avez-vous lorsque vous vous promenez à Washington DC, quelque part dans le monde, et vous entendez un groupe musical ivoirien, la musique d'un groupe musical ivoirien? Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez l'hymne national de Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques parce que l'un des nôtres a eu la médaille d'or? Ça fait plaisir, évidemment. C'est une fierté légitime. Absolument, une fierté légitime. Quel sentiment avez-vous lorsque notre équipe nationale, par exemple, est éliminée de la CAN? Je préfère ne pas dire ça ici. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons la déception totale et en même temps, nous commençons à nous poser des questions pour en situer les responsabilités. Elles peuvent être individuelles, elles peuvent être collectives. Si nous partons des fondements de la justice juvénile, si nous partons du fait que nous, États, et l'État, c'est vous et moi, avons, à travers la ratification des conventions internationales et de notre norme fondamentale, la Constitution, pris l'engagement d'assurer aux enfants un développement harmonieux, dès lors qu'il y a un fait de société qui révèle que cet objectif n'est pas atteint, vous et moi, notre responsabilité est engagée et elle est collective. Plus concrètement, pour les enfants en conflit avec la loi, vous êtes en train de nous dire que les responsabilités sont partagées. Votre avis est d'autant plus important que vous êtes juge des enfants. Vous avez vraiment les yeux réels pour voir un peu, pour analyser ce phénomène. Oui, notre responsabilité est partagée depuis la cellule familiale. Système judiciaire aussi, qui parfois est impuissant, parfois. Le système judiciaire fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Avec les moyens qu'il a. Nous en reviendrons. Mais nous faisons beaucoup avec les moyens que nous avons. Toujours parlons des enfants en conflit avec la loi. Comment travailler à leur réinsertion? Alors, pour travailler à leur réinsertion, il faut travailler sur les différentes causes, sur les différents leviers. D'abord, le mineur lui-même, parce qu'on ne peut pas le réinsérer si lui-même, il n'a pas la volonté. Sachez que tout ce que le juge fait, tout le dispositif qui est mis à sa disposition là, c'est pour l'accompagner sur le chemin de sa résilience en réalité. Et donc, il faut le rendre d'abord, faire de lui déjà un être sociable, parce que c'était des enfants qui étaient déjà pour la plupart en marge des normes de la société. Il faut renaître en lui l'estime de soi. Parce qu'en général, il pense qu'il n'est plus bon, il est devenu un rejet pour la société. Et ça passe par une structure, par des structures de prise en charge. Oui. Alors qu'après nos investigations, en Côte d'Ivoire, ici, au niveau de la justice, vous travaillez seulement avec une seule structure qui est localisée à Dabou. Est-ce que c'est suffisant? Non, nous travaillons. Ça, c'est la première question. Et de deux, ce qu'ils apprennent là-bas, qui vous dit que c'est forcément les métiers dont ils ont envie? La couture, la périculture, la mécanique. Est-ce que nous sommes en 2018? La peinture, la menuiserie. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, les mineurs d'aujourd'hui ont besoin de ça? Le mineur de 1960 n'est pas le mineur, n'a pas la même psychologie, le même environnement que le mineur de 1990 ou 2000, non? D'accord. Monsieur Marcelin, les structures d'abord, ce n'est pas le centre de rééducation de Dabou, n'est pas le seul centre. Nous avons déjà le centre d'observation des mineurs. Vous le dites, malheureusement, il est situé au sein de la MACA. Nous avons... Pourquoi malheureusement? Parce qu'en principe, ce centre devrait se retrouver en dehors du milieu pénitentiaire. À qui la faute? Je vous ai parlé de responsabilité. Moi, je ne sais pas. Je sais que le centre se trouve, jusqu'à présent, on lutte, on se bat pour que ce centre soit sorti de ce milieu. En attendant, comment se passe, il ne reste plus beaucoup de temps, comment se passe la prise en charge, par exemple, des enfants? Ils sont passés par vous, la sentence est connue, enfin, comment on fait pour que... Qu'est-ce qu'on met à leur disposition en Côte d'Ivoire au niveau judiciaire pour qu'ils soient réarmés, mais ça de façon positive, pour réintégrer la société?
C'est tout le travail qui a été fait depuis qu'il est entré en contact avec l'appareil judiciaire. Tout ce que nous faisons, c'est pour objectif de le réinsérer. Et nous vous disons que nous travaillons également dans la famille. Mais également, vous dites, c'est parce qu'ils ont envie de faire la menuiserie, la peinture, mais en même temps, dans notre société aujourd'hui, on continue d'avoir besoin de menuisiers, des menuisiers et des peintres. Est-ce que la vie compte? Ce qu'on essaie de faire, c'est déjà de leur donner le goût du travail. Lorsqu'ils ont eu le goût du travail, le goût de vouloir faire quelque chose de par eux-mêmes, alors lorsqu'ils sortent, avec l'appui, les aides des uns et des autres, ils peuvent s'insérer dans le domaine qu'ils veulent. Mais déjà, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent faire quelque chose. Moi, j'ai été très émue lorsque un jour, j'étais à mon cabinet et puis un mineur qui est passé par mon cabinet, on a dit, comme ils aiment, ah, maman, ils disent maman mineure, on me dit, il y a un de vos enfants qui veut venir vous saluer. Il rentre et puis il me déballe des sandales qu'il aurait fabriquées lui-même dans une cordonnerie. Vraiment, j'ai été très, très, très touchée par ce geste. Parce que là, je sais que lui-même, il a maintenant conscience de ce qu'il peut faire quelque chose. Il a choisi de faire quelque chose. Et il est venu montrer le fruit de ce travail-là. Et tout ça est très beau. On vous félicite pour le travail que vous faites, mais également des problèmes et des limites. Oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Les problèmes ne sont pas d'ordre textuel. Hein. Le dispositif légal en Côte d'Ivoire, déjà, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire a ratifié toutes les conventions. Et puis, notre dispositif répond aux standards internationaux. C'est vrai qu'aucun test n'est parfait et avec l'évolution, certainement qu'un toilettage s'impose sur certaines dispositions. Notre difficulté, Marcelin me titillait tout à l'heure, c'est vraiment les structures. Nous n'avons pas beaucoup de structures de prise en charge. Les structures étatiques ne sont pas un nombre suffisant. Les structures privées, il en existe, mais toutes ces structures privées-là n'ont pas, je vais dire, n'atteignent pas les résultats qui sont vraiment escomptés. Qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons qu'il y ait beaucoup plus de structures de prise en charge de ces mineurs. Nous proposons aussi que tout le monde s'intéresse à la question de ces enfants-là. Parce qu'elle est négligée par les autorités en Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas qu'elle est négligée, mais je dirais qu'on peut faire mieux. Je vous dis par exemple qu'en 2004, il y a eu, sous l'égide du ministère de la Justice et de l'UNICEF, la mise en place de l'Association des magistrats de la jeunesse et de la famille. Et j'ai eu l'honneur de présider cette association. Dans le cadre de cette association, nous avons rencontré certains maires et nous leur avons dit, vous avez une jeunesse communale, vous faites des choses pour la jeunesse communale, mais il y a une frange de cette jeunesse communale que voici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans le cas de la réinsertion, on leur a demandé, est-ce qu'on ne peut pas placer ces enfants chez des artisans en contrepartie de réduction des tasses, des patentes qu'ils vous payent? Nous étions allés à Djamé, nous étions allés à Abobo, nous étions allés à Treichville. Ils ont eu une oreille attentive à ceux-là, c'est vrai. Et après l'oreille attentive, est-ce qu'il y a eu des actions? Après l'oreille attentive, pour certaines raisons que je ne développerai pas ici, disons qu'il n'y a pas eu de suite, mais je vais dire d'emblée, ils n'ont pas opposé un refus. Est-ce que c'est votre... on voit aussi la dimension de votre rôle. Il y a un rôle militant. On ne se contente pas, vous ne vous contentez pas seulement de juger, de condamner ou d'instaurer, mais vous allez au-devant. Et ça, c'est bien. Non, la justice juvénile, elle est particulière. On ne peut pas faire de la justice juvénile sans s'engager personnellement. Elle est particulière. Si vous ne comprenez pas, l'esprit de la justice juvénile, vous vous bloquez vous-même en tant qu'acteur de cette justice-là. Mais qui contacte le juge des enfants? C'est l'enfant, les parents, qui vous contactent? Le juge des enfants, dans le cadre d'une infraction qui a été commise, hein, c'est sur plainte des victimes. Mais lorsque le mineur est victime, souvent, les parents, l'un ou l'autre des parents qui estiment que l'autre parent préjudicie aux intérêts de l'enfant, viendra saisir le juge des enfants, mettra souvent dans sa fonction de juge des tutelles. Les enfants eux-mêmes, parfois, ils viennent vers le juge des tutelles. Par exemple, un enfant qui est maltraité dans sa famille, est-ce qu'il peut aller vous voir? Il peut aller voir le juge des tutelles. Il peut aussi venir au parquet porter plainte si les faits qu'il dénonce constituent une infraction.
Quand ils sont en prison, par exemple, oui. Est-ce que vous allez les voir? Est-ce que vous prenez de leurs Oui, nouvelles? oui. C'est une obligation pour le juge des enfants de visiter au moins une fois dans le mois, sinon une fois dans le trimestre, de visiter les enfants. Et dans les problèmes d'héritage, par exemple, quand l'enfant est mineur, vous intervenez aussi? Ce n'est pas le juge des enfants qui s'occupe des problèmes d'héritage. Non, c'était juste une question. Merci beaucoup, madame. C'est du boulot, hein, juge des enfants. On voit ça comme ça, mais ça demande une attention particulière parce que les enfants, c'est un monde assez particulier. Oui, oui, c'est vrai. Et maintenant, vous êtes procureur adjoint. On va terminer. Que fait le parquet, au fait? Parce que vous êtes au parquet maintenant. Vous êtes le juge des enfants. Que fait le parquet dans tout ça? Oui, pour terminer en 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, c'est la justice. Oui, allez-y. Allez-y. Le parquet vraiment essaie je vais dire, d'assurer l'application de tout ce dispositif qui a été mis en place en faveur du mineur. Le temps nous est compté. Les enfants vous Sinon, manquent nous allons développer... Les enfants vous manquent? Les enfants ne me manquent pas parce que même en étant au parquet, je continue de m'occuper des questions de l'enfance. L'année dernière, j'étais procureur adjoint chargé de la section mineure. Cette année, je fais autre chose, mais on continue souvent de me contacter et de m'attribuer les dossiers concernant les mineurs. Merci beaucoup, madame le procureur adjoint, le procureur de la République adjoint près le tribunal de première instance d'Abidjan. Merci beaucoup. Désolé pour ce débordement. Indépendant de notre volonté, le sujet est très intéressant. Voilà, passez une très bonne journée. On espère que vous connaissez un peu maintenant l'environnement qui rythme un peu celui des juges des enfants. Merci et bonne journée. Vive la justice sur RTI1. Merci.